La pression de l'oppression, il y a trois principales raisons pour lesquelles j'ai rédigé ce livre. La première raison, c'est pour répondre à plusieurs questions qui me sont souvent posées sur mon activisme et mon engagement politique. Les questions, elles reviennent souvent, elles sont redondantes. Les gens disent bon, pourquoi est-ce que tu es engagé contre le régime? Pourquoi est-ce que tu en veux au gouvernement togolais? Est-ce que tu penses pouvoir faire un changement, etc. Le deuxième point, c'est pour essayer d'élucider en quelque sorte certaines méthodes employées par les oppresseurs pour assujettir leur peuple et les gens. Et enfin, le troisième point, la troisième raison pour laquelle j'ai rédigé ce livre, c'est essayer d'encourager et de motiver toutes les personnes opprimées de par le monde, et principalement en Afrique et au Togo, à se soulever contre leurs oppresseurs et à chercher à se libérer du joug de ces derniers. Man cannot be oppressed forever. Got to be involved. Elle commence par Thomas Sankara qui dit un homme, si opprimé soit-il, trouve un aide à opprimer, sa femme. L'oppression de la femme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au gouvernement. Parce que très souvent, les femmes sont opprimées dans les communautés, dans les sociétés, dans leurs familles, dans leurs foyers, etc. Et malheureusement, des fois, les femmes elles-mêmes, elles ne savent pas qu'elles sont opprimées, ou bien les personnes qui orchestrent ces oppressions ne savent pas qu'ils sont en train d'opprimer les femmes sans le savoir. La principale critique que je reçois des gens souvent, ça porte toujours sur mon genre. Les gens me disent, Farida, tu es une fille, comment est-ce que tu peux être une fille et prétendre combattre un régime dictatorial, combattre un système oppressif? Les gens les plus gentils m'ont traité de sauvage et de femme non domestiquée. Je le prends comme un compliment parce que cela voudrait dire que je ne suis pas une animale. Les gens les moins polis m'ont traité de prostituée, c'est devenu mon compliment favori parce que je sais au moins que c'est un métier plus noble que le vol et le meurtre. Cependant, ce sont des actes qui découragent souvent les femmes, et quand on accuse les femmes de ne pas s'engager politiquement, on oublie que c'est parce qu'il y a un stigma dans la société vis-à-vis des femmes qui font la politique ou bien qui prennent des positions politiques. La politique, c'est très simple, ça se résume à l'art de gouverner, et en principe, n'importe quel individu dans la société est supposé être intéressé par la politique, est supposé s'intéresser à ces choses qui coordonnent ou bien qui portent sur la gestion de leurs biens, de leurs propriétés, et également sur les décisions qui pourront en quelque sorte définir leur avenir, leur carrière, etc. Donc, le rôle de la femme dans le domaine politique est très important, tout d'abord parce que les femmes représentent la majorité dans presque tous les pays et la femme incarne la démocratie à elle seule. En principe, si toutes les femmes d'un pays décident de voter pour un parti politique donné, ce parti politique-là gagnerait rien qu'en comptant sur les femmes parce que les femmes, c'est la majorité. Mais les femmes sont souvent écartées des domaines politiques. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans notre culture, pendant longtemps, les femmes ont toujours été des êtres plus ou moins passifs, dans le sens où elles regardent les gens faire, mais elles ne se prononcent pas. Et quand elles décident de se prononcer, c'est souvent pour les autres. Par exemple, il y a 2 ans, on a vu les femmes au Togo qui s'étaient vraiment fâchées par rapport à l'incarcération et aux abus, aux arrestations de leurs enfants et de leurs maris. Elles ont pris les rues, il y en a qui se sont mis nues. Elles l'ont fait pas pour elles-mêmes, mais pour exiger la libération de leurs enfants, la libération de leurs conjoints. Et donc, ce sont des femmes qui s'engagent beaucoup plus souvent de façon altruiste. Mais les femmes qui feraient de la politique leur carrière, on n'en trouve pas beaucoup. Et on ne peut pas parler de l'oppression sans parler de l'oppression de la femme. Et malheureusement, le problème dans notre société est que ce sont les femmes qui perpètrent elles-mêmes indirectement l'oppression.
Quand nous soulevons le cas, par exemple, de l'abus des jeunes filles dans les maisons, les jeunes filles qui travaillent comme les domestiques, il est rare de voir leurs patrons les abuser, les tabasser, etc. C'est souvent les patronnes, les femmes qui abusent d'elles, verbalement, physiquement, etc. D'autre part, ce sont souvent les femmes qui éduquent leurs enfants, leurs filles, à être subjugées à des gens, et même quand elles sont dans un couple et qu'elles sont maltraitées, tabassées, abusées, c'est la maman qui dit non, il faut rester parce que si tu pars, je vais avoir honte. Même si cela voudrait dire que la fille pourrait se faire tuer par le conjoint agressif. Souvent, on n'essaye même pas d'améliorer en quelque sorte le comportement du garçon. On trouve cela normal, mais c'est à la femme de se plier à l'homme. Et très souvent, les mamans, elles prennent sur elles la responsabilité d'éduquer leurs filles à être soumises. Mais il est rare de voir les mamans éduquer leurs garçons à être des gentlemen, à savoir s'occuper de leur épouse ou des femmes, leur apprendre les bonnes manières, comment elles-mêmes elles auraient aimé être traitées par leur mari. Every day, man cannot be oppressed forever. Got to be involved, speak your mind and take action. Ensuite, un autre type d'oppression que j'ai soulevé, c'est l'oppression intellectuelle. Et qu'est-ce que je définis par l'oppression intellectuelle? Qu'on le veuille ou pas, nous tous Africains qui avons grandi en Afrique, qui sommes nés en Afrique, nous sommes des opprimés intellectuels, que nous ne le voulons pas. Et il faudrait d'abord que nous prenions conscience de cette oppression avant de chercher de nous libérer de ce système. Parce que c'est comme la maladie ou le cancer par exemple. Quand un patient a le cancer, il faudrait d'abord qu'il sache qu'il a le cancer avant de faire les efforts nécessaires pour se soigner. Comment est-ce que nous sommes opprimés intellectuellement? Les programmes scolaires de nos écoles ont été conçus au cours de la période coloniale par des gens qui sont venus pour nous opprimer, pour nous maintenir sous leur joug et faire de nous en quelque sorte des esclaves, des sous-hommes. On nous appelait communément des indigènes dans les pays africains. Et après le système colonial, très peu de pays, dans les pays francophones, aucun d'ailleurs, n'a essayé de redessiner ou bien de recadrer son programme scolaire en se basant sur les intérêts du peuple et sur les aspirations du peuple. Alors, à l'école, par exemple, quand nous prenons le domaine de la science, on étudie Newton, Ampère, Pythagore, Thalès, on n'étudie aucun savant africain. Par exemple, le théorème de Pythagore, c'est un théorème qui a été conçu par les Égyptiens anciens, mais que Pythagore s'est approprié parce qu'il est le premier à l'avoir mis sur papier. Mais aujourd'hui, on dit que ça appartient à Pythagore. Donc l'Africain pense qu'en termes de science, c'est toujours le blanc qui crée. Et il y a même un adage qui reflète cela, c'est qu'on dit que le Dieu est grand, mais le blanc n'est pas petit. Ce qui veut dire que nous sommes convaincus nous-mêmes qu'après Dieu, c'est le blanc. Et en dehors de cela, maintenant, quand nous prenons la philosophie, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie Emmanuel Kant, Nietzsche, Descartes, Voltaire, etc. Mais il n'y a pas un seul philosophe africain. Il n'y a pas non plus un seul sujet dans la philosophie qui porte sur les réalités africaines. Dans les différentes matières qu'on a couvertes en philosophie, je me rappelle très bien parce que j'ai toujours mon cahier de philo avec moi ici, c'est qu'on a couvert les différentes matières, langage, mort, existence et vie, nature et culture. On pose des questions bêtes comme est-ce que les animaux ont un langage? Moi, je m'en fous si les animaux ont un langage. Mais on ne nous pose pas des questions sur est-ce que l'esclavage est une bonne chose? Quels étaient les apports ou bien les pensées des philosophes sur des sujets et des thèmes aussi graves que l'esclavage, sur la colonisation, qui sont ces thèmes-là qui portent sur nous. On n'avait pas étudié cela parce que les programmes ont été conçus pour qu'on ne nous amène pas à réfléchir sur notre condition, à réfléchir sur notre esclavage, sur notre colonisation. Alors, quand on arrive là, au primaire, qu'est-ce qu'on fait? On couvre un tout petit peu l'histoire de nos pays. Mais on couvre l'histoire de nos pays au primaire à un âge relativement bas où nous n'avons pas la capacité de poser des questions et de comprendre les enjeux politiques. Arrivé au collège maintenant, on nous expose à la culture et à l'enseignement des pays occidentaux. On étudie presque tous les pays occidentaux. Au Togo, nous étudions plus le Togo et on étudie toujours le Benelux qui n'existe même plus, Belgique, Luxembourg et je pense le Netherlands. C'est un système économique qui n'existe même plus. Mais on connaît très peu les pays de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe. Quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, ça va, mais à part les capitales, les superficies, et puis bon, le nom du président, ça s'arrête là. L'histoire, on ignore tout. On ignore ce que nous avons en commun, parce qu'on n'a jamais voulu que nous nous connaissions. On n'a jamais voulu que nous comprenions les enjeux de nos peuples. Mais malheureusement, le problème que cela a causé, c'est quoi? C'est que ça a créé des intellectuels
qui sont formés sur le modèle de l'esclave, dans le sens où ils ont été formés pour répondre aux intérêts des autres et pour servir les intérêts des autres. Quand un Africain travaille au FMI ou à la Banque mondiale, pour nous, c'est une fierté. Ça, c'est le meilleur travail que quelqu'un puisse avoir dans le domaine des finances. Alors qu'en réalité, le FMI est responsable des programmes d'ajustement structuraux qui causent le malheur de plusieurs pays. J'ai vu quelqu'un poser une question une fois, je parlais avec lui, il dit tout le temps, tu as tendance à accuser les Occidentaux. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont demandé au président de ne pas balayer les routes? Regarde comment Lomé est sale. Est-ce que ce sont les Blancs qui ont dit ne balayez pas les routes? Indirectement, oui. Parce qu'à travers le programme d'ajustement structurel du FMI, on a exigé que les gouvernements réduisent les dépenses. On a supprimé plusieurs services publics tels que la voirie. Et en conséquence, il n'y a plus personne pour balayer les routes. On a coupé les subventions aux écoles. Ce qui fait que le gouvernement n'a plus d'argent pour payer les enseignants, pour embaucher plus d'enseignants, pour rénover les programmes scolaires. Mais les gens ont dit, est-ce que c'est le blanc qui a dit? Ce n'est pas une question de blanc-noir, parce qu'aujourd'hui, l'oppression n'est plus seulement raciale, mais c'est une question de système. Et nous vivons dans un système qui nous oblige à être dans la dépendance. Et donc, c'est ça l'oppression intellectuelle. Et il faudrait que nous, les Africains, nous réussissions à nous désaliéner, à essayer de chercher l'information en dehors des systèmes préétablis, en dehors de ce que nous apprenons à l'école. Il faudrait que parce que nous avons aujourd'hui les capacités telles que l'Internet, nous pouvons aller là, essayer de découvrir notre propre histoire. En faisant une recherche sur l'histoire de l'Afrique, j'ai découvert que la première déclaration des droits de l'homme a été publiée par les Africains en 1232, au XIIIe siècle. La déclaration des droits de l'homme en France a été publiée au XVIIIe siècle, ce qui veut dire qu'en Afrique, elle est sortie 5 siècles avant. Mais on l'ignore, on ne l'a pas appris. Ça s'appelle la déclaration Mandé. Et ça, c'est une déclaration qui est en train de dénoncer l'esclavage, qui est en train de prôner l'entraide, la solidarité, et qui est contre l'oppression des gens au sein de la société. Mais c'est une partie de l'histoire que nous ignorons. En cherchant à étudier l'histoire également, j'ai découvert qu'en 1516, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, le roi du Portugal, durant la crise de la peste au Portugal et en Europe, il a envoyé une délégation rencontrer l'empereur de l'Empire du Bénin pour lui demander de l'aide alimentaire. Cet empereur, il a rempli un cargo de nourriture qu'il a envoyé au Portugal. Personne n'aurait imaginé qu'il y a 5 siècles, l'Afrique était tellement riche que c'était elle qui offrait de la nourriture aux autres. C'était elle qui dépannait les gens. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'Afrique est vue comme un continent vulnérable. C'est des autres que nous prenons tout. Nous sommes que des dépendants, jusqu'au point où des dirigeants français disent que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, alors que quand nous avons commencé l'histoire, il était toujours dans la préhistoire. Et donc, ce sont des informations que nous devons chercher et malheureusement, personne ne peut le faire pour nous. Parce qu'à un âge donné, nous avons la responsabilité nous-mêmes de trier les informations que nous recevons. Et c'est en faisant cela que nous pourrons nous désaliéner. Et c'est en nous désaliénant que nous allons nous renforcer intellectuellement et psychologiquement. Et nous saurons que notre continent a été fort, pas seulement il y a 3000 ans sous les Égyptiens, mais jusqu'au 17e, 18e siècle, nous étions les plus puissants. Les autres ont réussi à nous dominer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé, comme eux, les techniques de guerre qui pouvaient nous permettre de nous défendre contre les gens qui nous attaqueraient. Pourquoi? Parce que notre continent était plus ou moins plus stable et moins belliqueux que d'autres continents. Parce qu'en Europe, à l'époque, c'était les guerres incessantes. C'est la guerre franco-prussienne aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Italie et l'Espagne demain. Les Africains ne connaissaient pas trop la guerre comme eux et donc ils n'étaient pas à même d'avoir les armements nécessaires pour se protéger. C'est comme cela qu'ils ont été subjugés à un moment donné. Mais il faudrait qu'on réalise que c'était avant, mais qu'on peut changer. Et donc, la désaliénation est un processus nécessaire, mais un processus individuel parce qu'on ne peut pas l'imposer aux gens. Il faudrait qu'on puisse discuter des thèmes tels que la philosophie africaine. À l'école, on n'a jamais étudié aucun philosophe africain. On ne sait pas ce que les philosophes ont dit sur l'esclavage. Si peut-être les Africains savaient que Voltaire était un maître esclave et qu'il encourageait l'esclavage, je suis sûre qu'on n'aurait pas des écoles à Lomé qui s'appellent lycée Voltaire. Si les Africains savaient que Mahatma Gandhi était tellement raciste et contre les Noirs et qu'il a dit que les Noirs sont des animaux, je suis sûre que beaucoup d'Africains n'appelleraient pas leur établissement, école primaire privée Mahatma Gandhi. C'est parce qu'on l'ignore, c'est parce qu'on n'apprend pas les choses qui touchent notre valeur, qui touchent notre culture, pardon. Et donc je souhaiterais qu'on réarrange le programme sur ces bases. Mais on ne peut pas le faire avec les fantoches qui sont au pouvoir. Ces gens qui ont été commis
par les oppresseurs pour nous dominer. Tout d'abord parce qu'ils n'ont pas les ressources financières nécessaires pour le faire. Pas que les ressources manquent, mais parce qu'on leur interdit de le faire. Quand par le programme des ajustements structuraux, le gouvernement est obligé de réduire ses dépenses dans le domaine de l'éducation. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour faire des nouveaux livres? Parce que pour il faudra créer des nouveaux livres, il faudra reformer tous les enseignants, il faudra engager d'autres enseignants. Où est-ce qu'ils vont trouver les ressources financières pour le faire? Donc, en suivant le modèle occidental, ils ont d'autres priorités. Et ce sont des priorités qui arrangent l'Occident. Je suis quand même de très près la production littéraire et dans le genre de l'essai de ce qu'elle tente, moi je suis vraiment impressionné. Voilà. Et en écoutant tout à l'heure des passages, j'entendais aussi Henri Lopez, voilà, et puis d'autres écrivains qui, avant elle, depuis 30 ans, 40 ans, ont interpellé sur la situation de l'Afrique. Il y a juste une fausse note, entre guillemets. Le mot Togo devait être remplacé par le mot Afrique. Parce qu'il s'agit en réalité d'une photographie commune à l'ensemble des pays africains. Et ce cri qu'elle lance, qui apparemment concerne le Togo, est en réalité un cri qui concerne l'Afrique. Donc c'est une interpellation africaine. Il faut consommer et produire. They make all rules. They lead my land. Now I know what I have to do. Donc, à part l'oppression intellectuelle, j'ai touché l'oppression économique. Et pour pouvoir illustrer ce point, il y a le pagne imprimé que nous portons en Afrique, qui est une marque de notre africanité. Et beaucoup d'Africains ignorent que le pagne que nous portons n'est pas africain. C'est un pagne qui a été conçu par les Européens pour les Africains. Parce qu'ils ont dit à un moment donné qu'il faudra qu'ils puissent contrôler l'industrie textile africaine, car c'est des millions de gens qui doivent pouvoir s'habiller. Nos pagnes authentiques, au Togo on dit le quinté, le quinté, les Ivoiriens disent le kita, nous avons le bogola au Mali, le danfani au Burkina Faso. Ça, ce sont nos pagnes authentiques qui étaient tissées par nos grands-parents, par nos ancêtres. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces pagnes ne sont plus produits à grande échelle parce qu'on utilise toujours les méthodes rudimentaires. Et en fin de compte, ça revient plus cher que le pagne qui est fabriqué en Hollande qu'on nous revend au marché. Donc, comment est-ce qu'un pagne africain peut être fabriqué en Hollande, peut être dessiné par des Hollandais? Le Togo est un pays qui est très réputé pour les pagnes. Et les Nanadens se sont fait plus ou moins un nom dans ce commerce parce qu'elles ont eu pendant plusieurs années la monopolie du vente et du commerce du pagne. Mais ces Nanadens, elles sont milliardaires. Et d'après mes recherches, pour ouvrir une industrie textile pour produire le pagne, ça coûte seulement 350 millions de francs. Mais il y a beaucoup de Nanadens qui ont les moyens pour ouvrir cette usine elles-mêmes. Et en ouvrant l'usine, elles gagneraient 4 à 5 fois plus que ce qu'elles gagnent en achetant et en servant de revendeurs aux compagnies comme Wax et Woodin qui sont installées en Europe, en Belgique et aujourd'hui Target, etc. en Chine. Mais malheureusement, parce que nous avons été conçus être des consommateurs, nous avons été conditionnés à être des consommateurs. Tout ce que nous faisons, nous achetons, nous importons et nous revendons. On ne pense pas à fabriquer, cela cause une certaine dépendance. Et qu'est-ce que cela cause également? Ça tue la créativité. Parce que la créativité et l'innovation, ça vient du besoin. Quand le besoin est rempli par l'importation, les gens ne sentent plus le besoin de créer eux-mêmes dans leur pays. Ils sont obligés de consommer ce qui est à leur disposition. Alors, un autre exemple, quand nous voyons par exemple un petit Chinois qui vient aux États-Unis, qui voit qu'il y a un iPhone 6 qui vient de sortir, la mentalité du Chinois, c'est quoi? Comment est-ce qu'il pourra reproduire le iPhone 6 dans son pays et le vendre 2 ou 3 fois moins cher? Peut-être qu'il appellera le iPhone ou bien le e-phone. Mais l'Africain se posera cette question. Comment est-ce que je peux acheter 10 exemplaires et revendre en Afrique pour avoir 1000 $? Parce que nous sommes habitués à toujours acheter et importer. Quand nous sommes ici, nos frères, nos amis nous appellent du pays, disent « Bon, je veux le nouveau iPhone, je veux le nouveau iPad ». Mais aucun d'entre eux ne te dira que je veux en fait un iPhone parce que je veux créer ce business avec. Je veux un appareil photo parce que je n'ai pas d'emploi, je veux travailler comme photographe. Parce qu'il y a toujours cette tentative-là à être des dépendants, à être des consommateurs perpétuels. Les gens ne créent pas. Et si les gens ne créent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de créer. Pour que les gens puissent avoir le besoin de créer, il faudrait un tout petit peu fermer nos frontières. Parce qu'ici, on nous parle de free trade agreement, c'est vrai.
Je me rappelle, quand j'étais encore étudiante, il y a 2 ans, on avait reçu l'un des responsables de l'USAID. Et il est en train de nous parler des arrangements entre certains pays africains et les États-Unis, où ils nous disent qu'ils ont signé des accords avec ces pays qui font que ces pays pourront importer tout ce qu'ils veulent aux États-Unis. Et en échange, les États-Unis aussi pourront importer certaines choses gratuitement dans leur pays. Je pense qu'ils ont cité le Gabon. Alors j'ai posé la question au monsieur. J'ai dit, monsieur, la principale chose que les Gabonais produisent, ce sont les produits agricoles. Et les produits agricoles aux États-Unis sont subventionnés, ce qui fait que, à moins que ce ne soit des produits qui ne sont pas fabriqués du tout aux États-Unis, cultivés aux États-Unis, comme peut-être le cacao, tous les autres produits sont subventionnés. Ce qui fait que le coût de production du paysan américain est plus bas que le coût de production du paysan gabonais, qui lui n'a même pas les tracteurs et les moissonneuses, etc., pour produire à grande échelle. Donc en fin de compte, même si le paysan gabonais veut bien, il ne pourra pas vendre sur le marché américain et gagner un profit. Donc cela veut dire que nous ne pourrons pas venir vendre chez eux, même si nous avons légalement la possibilité de le faire. Mais eux qui ont la possibilité de venir chez nous, ils peuvent importer chez nous et casser les prix sur nos marchés. Et donc, quand ils importent chez nous, qu'est-ce que cela fait? Ça fait que les prix tombent. Ça arrange les consommateurs dans un premier temps. Mais quand les prix tombent, qu'est-ce que ça fait? Ça fera que d'autres personnes perdront leur emploi. Le paysan ne pourra plus vendre son stock. Il ne pourra pas payer ses dettes. Le transporteur ne pourra plus transporter les produits de la ferme à la ville. Les enfants du transporteur également seront affectés. Il faudrait que nous essayions de définir nos programmes scolaires en nous basant sur nos intérêts. Par exemple, si nous prenons le cas de la religion, à l'école au Togo, on étudie, je ne sais pas pour d'autres pays, mais au Togo, on étudie l'islam, on étudie le christianisme, mais on n'étudie pas le vaudou. Étudier le vaudou, ça ne veut pas dire faire du vaudou. C'est comprendre ce que c'est que la religion vaudou. Pourquoi est-ce qu'ils prient tel Dieu? Quels sont leurs rites? Quelles sont leurs cultures? Par exemple, on voit les Togolais prier en langue mina. Ils disent Mahou, et par Mahou, les chrétiens désignent le Dieu suprême, le Père de Jésus. Mais Mahou, en réalité, est le père de Legba et est le Dieu des féticheurs. C'est lui le Dieu le suprême. C'est un culte qui s'appelle Mahou Lisa. Mahou, c'est la lune et Lisa, c'est le soleil. Et Lisa, Mahou est considéré comme le Dieu suprême. Mais quand les colons sont venus, ils ont réadapté nos religions locales à leur religion afin que nous puissions l'accepter. Ils nous ont dit que non, votre Mahou là, c'est en fait le papa de Jésus. Donc je trouve ça vraiment marrant parce que Legba est souvent un demi-dieu qui est supposé être dans les maisons et c'est à lui que les gens font les doléances pour les dieux. Ça c'est dans la religion païenne. Et donc les gens prient Mahou et lui demandent de détruire Legba en pensant qu'il prie le père de Jésus alors qu'il prie le vrai papa de Mahou, de Legba. Donc comment est-ce que vous pouvez demander au papa de Legba de tuer son enfant quand son enfant n'est pas vraiment Jésus? Ce sont ces inconsistances. Elles sont nées du fait que nous n'apprenons pas notre propre histoire, notre propre culture. Si nous apprenons la culture, ça ne veut pas dire que nous devons adopter tout ce qui est dans notre culture parce qu'aucune culture n'est parfaite. Aucune civilisation n'est parfaite. Nous avons des failles, les autres ont aussi des failles. Mais il ne faudrait pas que nous ne connaissions pas nos propres failles et nos propres valeurs. Farida écrit parce qu'elle sait écrire. Voilà, quand on voit Farida écrire un texte en quelques heures, bon, c'est extraordinaire. Elle, c'est le don qu'elle a. Moi, mon nom c'est Youssouf. Je viens de Baltimore pour soutenir vraiment Farida dans le combat qu'elle mène aujourd'hui pour le peuple africain. Aujourd'hui, comme quelqu'un l'a su dire, effectivement, on ne parle pas aujourd'hui de Togo, ni du Bénin, ni de la Côte d'Ivoire. On parle de l'Afrique. Et ce que Farida est en train de faire, je sais que tout le peuple africain se trouve dedans. Et on doit vraiment la soutenir. Et chacun de nous, là où nous sommes, nous devons se lever comme un homme vaillant et puis faire la même chose afin que l'Afrique puisse amorcer son développement.
Ok, merci beaucoup. Ma première impression, c'est que j'ai été impressionné par les propos que j'ai écoutés de la part de l'auteur, parce que c'est vraiment merveilleux pour une fille si jeune qui s'est permis de se donner du maximum pour cracher un message que peut-être les gens ne voudraient pas entendre, mais dont ils ont besoin. J'ai moi-même lu un extrait, j'ai entendu 2 extraits de cet ouvrage et cela me fait penser aux grands auteurs africains, à ces grands indignés des décennies précédentes qui ont toujours demandé que l'Afrique se réveille. Et Farida est une graine d'écrivain. Je suis vraiment impressionné. Je suis impressionné et je pense que son travail mérite d'être suivi et elle-même d'être encouragée pour poursuivre ce travail de témoignage qu'elle traduit à travers cet ouvrage. Et effectivement, je suis dans le même sens. Il faut se libérer de cette peur parce que vous le voulez ou non, la peur, elle est partout. Et la peur peut ne pas venir par la politique, peut ne pas venir parce que vous avez eu à entreprendre des actions politiques. Mais la peur, ça vient de n'importe où. Et la mort peut vous surprendre par n'importe où également. Donc, il ne faut pas qu'on se cache derrière cette peur pour ne pas agir. Pour moi, la peur, c'est quelque chose qui s'oppose à la foi. On n'a pas la foi, on manque de foi. Et quand on n'a pas cette foi-là, on ne peut absolument rien réaliser. Et surtout, j'adresse ça un peu aux chrétiens. Les gens qui se disent chrétiens, qui sont des imitateurs du Christ, mais qui oublient la recommandation principale de la Bible qui nous appelle à partager l'amour et à agir avec foi. Si vous avez la foi, vous allez demander à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Mais les gens ont oublié ça et ils préfèrent juste s'asseoir dans les églises pensant que la manne va encore tomber. Je suis désolé. L'Afrique et les Africains sont menacés de disparition. Ils sont menacés dans leur avenir quotidien et les générations futures sont elles-mêmes menacées. Et la peur ne doit pas être un frein. Et comme Farida l'a dit à travers une anecdote, on meurt de palu, on meurt d'accident de voiture, on peut perdre la vie en faisant du ski, etc., ou même en jouant au football, cela est déjà arrivé. Donc je pense que devant les grands défis, aucun obstacle ne doit nous empêcher de nous engager. Et l'engagement en politique est une nécessité pour chaque Africain. Je le dis, l'Afrique est en danger. Les Africains sont en danger. Nos ressources sont pillées par les puissances les plus importantes du monde et notre peuple continue d'être soumis. Et face à cette soumission, face à cette oppression, ce qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est la révolte, c'est le réveil. Et c'est ce temps du réveil qu'a sonné Farida à travers son ouvrage. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'engager. Elle l'a fait, elle est très jeune, elle a tout juste 23 ans. Je trouve cela extraordinaire. Et ce qui m'impressionne, c'est surtout sa maturité et le poids quand même que constitue son engagement politique. Parfois, quand on fait des choses, les gens nous disent, bon, vous parlez, mais puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a des gens, c'est ce qu'on nous dit toujours. Le fait que Farida Naborema ait écrit ce livre-là, en lui-même, c'est un acte révolutionnaire, c'est une révolte personnelle, c'est une contribution au combat de liberté de l'Afrique. Donc cet ouvrage-là, au-delà de ce que Jeannette a dit, qu'il faut acheter le livre, il faut le lire, ce que je suggère à l'Assemblée, et c'est pour cela que j'ai pris le micro, nous qui sommes ici, le soutien qu'on peut apporter au-delà de lire et de cet ouvrage et de l'acheter, c'est d'inviter Farida dans les différents cercles dans lesquels nous fonctionnons. Par exemple, la maman de Bethel peut organiser les Africains de Bethel pour dire qu'il y a une jeune Togolaise qui a fait un ouvrage sur la nécessité de libérer l'Afrique. Et donc, on fait une book signing à Bethel. Toutes les puissances, moyennes ou petites qui se respectent, ont toujours une politique audiovisuelle extérieure. Vous citez RFI, qui fait partie d'une politique mise en œuvre par les autorités françaises, qui est la diffusion des idées et de la pensée française, qui est également de donner la position
des autorités françaises sur les événements du monde, pas seulement en Afrique. Donc il appartient aux Africains d'apporter une réponse africaine à cela. Nous devons investir dans les médias. Les nouvelles technologies aujourd'hui permettent aussi de faire entendre nos voix au-delà de nos frontières habituelles. Donc il faut nous mettre au travail, créer de vrais médias puissants, la presse écrite, la presse électronique à travers l'Internet et la presse notamment audiovisuelle, la télévision, les radios, etc. Il y a ce terrain-là qu'il faut également tenter. Mais je veux dire, nous sommes aujourd'hui à armes égales. On nous dit même qu'il faudrait des capitaux pour créer des télévisions. Mais en Afrique, nous avons des milliardaires. Au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays africains, nous avons des ressources. Simplement, il faut des projets qui soient portés par des personnes de confiance. Et il faut que les investisseurs aient une vision. Car qui contrôle l'information contrôle le monde. Et les Américains l'ont montré à travers CNN, qui depuis plusieurs décennies domine l'univers des médias d'information continue. Il y a des médias comme RFI qui, à travers la propagande que cette radio a su à la France, a permis aux autorités françaises d'être présentées sous des jours meilleurs, autres que ceux que nous pensons. Donc, il y a ce combat qu'il faut mener, il y a ce combat qu'il faut engager, il faut investir le champ des médias, il faut investir dans les médias pour permettre à l'Afrique demain de porter sa voix au-delà des frontières naturelles. Le deuxième élément, le frère qui est venu de New York, vous organisez un book signing, c'est-à-dire au lieu que ce soit Farida qui prenne sur elle après avoir écrit cet ouvrage, et comme le frère l'a dit, ce n'est pas facile d'écrire, c'est nous qui devons organiser des espaces de discussion pour inviter Farida Nabourema. Si on le fait ainsi, nous avons un forum panafricain. Cette année, ou bien l'année prochaine, on trouvera l'occasion de proposer à Farida d'être sur un panel de discussion avec d'autres personnes sur les thèmes qui engagent l'Afrique. Elle pourra avoir l'occasion de parler à l'audience. Si on le fait ainsi, ce ne sera pas seulement Nyaka Lagoké qui sera en train de parler du panafricanisme, de la liberté de l'Afrique, ce ne sera pas seulement Alain Toussaint, ce ne sera pas seulement Diomandé sur sa radio, ça sera aussi et surtout Farida. Et donc cet ouvrage peut être un outil de travail et puis ça peut être un mécanisme d'organisation des masses africaines. Parce que le message qu'elle a prononcé ce soir, les gens qui sont à l'église ont besoin d'entendre cela. Les gens qui ne sont pas à l'église ont besoin de l'entendre. Et c'est pour cela que j'ai voulu prendre le micro pour demander aux uns et aux autres de la soutenir en organisant des espaces de discussion. Et un élément que Farida n'a pas pu dire, c'est qu'elle a décidé, pour qu'on voit son combat révolutionnaire, elle a décidé de ne pas donner son ouvrage aux grandes maisons d'édition qui prennent 80% du labeur ou bien 90% du labeur des écrivains et qui leur donnent seulement 5% ou bien 7%. Dans sa conclusion, Farida, je souhaiterais que tu parles de cela. On publie toujours en Occident. En France, par exemple, la plupart des Africains publient chez l'Harmattan. Mais beaucoup ignorent que les gens gagnent moins de 10% du prix auquel le livre est vendu. Et il est souvent injuste que quelqu'un passe des heures, des semaines, des mois, voire même des années à écrire un ouvrage et que ce soit les businessmen qui sont les éditeurs qui gagnent tout. C'est vrai que la publication, l'auto-publication, l'auto-édition n'est pas facile. Pour y arriver, j'ai dû compter principalement sur le soutien des frères africains. Je devais auto-éditer, je n'avais pas les ressources financières pour tout faire. Mais j'ai créé un projet en ligne appelé Kickstarter. J'ai sollicité l'aide des uns et des autres et beaucoup de gens m'ont assisté. Et je voudrais en profiter pour les remercier parce que je ne voudrais pas citer les noms, mais ils savent que je leur en suis très reconnaissante. En dehors de cela, je voudrais que nous comprenions que le combat va à différents niveaux. Il faudrait que nous-mêmes nous créions nos propres éditions et nos propres systèmes de distribution. Parce qu'on ne peut pas compter sur les autres pour faire passer et pour véhiculer nos propres messages. Même si nous écrivons un livre, nous l'auto-éditons et que nous trouvons un ami au Bénin qui peut revendre cela, c'est déjà bien. Si nous connaissons un parent, je ne sais pas, en Ouganda qui peut le vendre, c'est déjà ça la distribution.
Et aussi, ce livre, il sera publié en anglais. La version anglaise paraîtra vers fin août, ou plus tard début septembre. Et il sera également édité en portugais. Présentement, c'est les 3 langues que j'ai retenues parce que ce sont les langues les plus parlées en Afrique. Et c'est un livre que je voudrais offrir à toute l'Afrique. Mais en dehors de cela, pour faire un peu différent, je voudrais bien la traduire dans une autre langue africaine. Et une des langues africaines les plus écrites et les plus lues aujourd'hui, c'est l'Amharique de l'Éthiopien. Et nous sommes ici aujourd'hui dans une librairie qui appartient à des Éthiopiens. Ils ont décidé de créer une librairie qui se focalisera sur les auteurs et les écrivains africains afin de nous donner aussi, dans cet États-Unis où le marché est saturé, une possibilité en fait de faire connaître nos œuvres. Et donc dans cette librairie, vous pouvez jeter un regard sur plusieurs écrivains africains et je voudrais leur faire cet honneur et cet hommage. Bon, maintenant, enfin, je vais passer aux remerciements. La première personne que je souhaiterais vraiment remercier, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est mon père. Mon père, je lui dois beaucoup en termes de soutien moral, de soutien psychologique, de soutien intellectuel. Il fonctionne en quelque sorte comme mon encyclopédie. À chaque fois que j'ai une question et que j'appelle mon père, il me donne la réponse. S'il ne trouve pas la réponse, il la cherche, il cherche le livre, il dit bon voilà, dans tel livre, telle page, on dit ceci, on dit cela, il faut aller sur internet rechercher, ou bien si tu connais quelqu'un, il faut demander, il faut commander le livre. Et mon père, il a toujours été là pour moi dans tout ce que je fais, dans toutes mes entreprises, que j'échoue ou pas, que je réussisse ou pas, que je ne suis pas parfaite, mais je demeure sa fille. Il ne critique pas mes choix, même quand il n'est pas d'accord. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de relever le pour et le contre et il me dit, tu as la liberté de choisir. Si tu veux faire ce qui ne t'arrange pas, c'est ton choix, je le respecte. Et donc, je voudrais vraiment le remercier pour cela. En dehors de cela, je vais remercier les personnes qui m'ont aidé à organiser cet événement. Je ne vais pas les oublier. Je vais commencer par Lopez, mon ami qui est là, qui est chef cuisinier. Il sait vous donner beaucoup d'efforts pour être là. Je vais ensuite continuer par Ahmed, qui est mon grand frère d'une autre mère de la Côte d'Ivoire. Il est toujours là pour me soutenir. Ensuite, nous avons M. Massama, qui est là derrière, qui a voulu nous apporter son soutien avec la caméra. Nous avons Naka Lagoke qui a fait l'ouverture. Je le remercie également pour cela. Je vais remercier les autres personnes qui ne sont pas là, qui m'ont appelé également pour me dire qu'ils me soutiennent, qu'ils auraient aimé être là, mais n'ont pas fait le déplacement. Et enfin, le dernier et grand merci, c'est à vous. Parce que si vous n'étiez pas là aujourd'hui, l'événement n'aurait pas eu lieu. Nous n'aurons pas eu l'opportunité d'avoir cet échange et je n'aurais pas eu également la possibilité de présenter mon livre et de le faire naître officiellement. Donc je vous remercie beaucoup du fond du cœur et je voudrais que vous vous applaudissiez vous-même. Merci. How can you lead with no vision? You make no independent decision. You lead as you told, you do as you are told. The train of history is living without you. How can you lead us to real freedom? Oh no, sir, Monsieur President. Oh no, sir, are we really independent? Oh no, sir, Monsieur President. How can't you see the misery around you? And if you blind, can't you feel it?
yourself, your heart full of grief.